Ok, la dictature de Kadhafi a été renversée en 2011, mais du coup, qu'est-ce que ça a changé pour les Libyens? Ils sont plus heureux maintenant? Ça, faut leur demander, je sais pas. En tout cas, la Libye ne s'est pas immédiatement transformée en paradis terrestre après la chute de Kadhafi, si c'est la question. Du coup, ils doivent avoir de meilleures conditions de vie qu'avant, j'imagine? Non. Non, ils sont plus pauvres, au contraire. D'accord, mais au moins ils sont plus en sécurité vis-à-vis de... Non, 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 il y a des milices partout, c'est la guerre civile. Peut-être qu'ils ont moins de corruption. Corruption, c'est pareil, même ça a plutôt empiré sur ce point-là. Ok, mais ils ont moins de problèmes. Non, 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 non. Peut-être qu'ils sont plus... Non plus, non. Euh, Pourquoi on est intervenu en Libye exactement? Écoute, le mieux, c'est de reprendre l'histoire de Kadhafi depuis le début. Derrière cette crinière de lion, sa lippe sensuelle et ses yeux charmeurs, se cache une personnalité complexe. Les Africains l'adorent, les Américains peuvent pas le voir en peinture, les Européens se méfient de lui, les Néo-Zélandais n'en pensent euh, strictement rien. Aujourd'hui, vous allez tout savoir de lui. Était-il dangereux? Était-il fou? Était-il allergique aux cacahuètes, pistaches et autres fruits à coque? Sa couleur préférée était-elle vraiment le marron? Aujourd'hui, concentrez-vous, nous allons savoir de quelle étoffe était fait Muammar Mohamed Abou Minyar Kadhafi. Avec 2 millions d'habitants en 1969, 6,8 millions aujourd'hui, la Libye est un pays à la population très faible mais qui a un atout central, le pétrole. La Libye possède les plus grandes réserves d'Afrique, après le Nigeria. De plus, c'est un pétrole facile à extraire et de bonne qualité. Il permet de couvrir la quasi-totalité du coût de ses importations, ce qui lui permet d'avoir une balance commerciale toujours positive. Alors, au XXe siècle, la Libye, c'est quoi? C'est d'abord une colonie italienne de 1911 à 1943. Ensuite, après la défaite de l'Italie, de 43 à 51, la Libye est administrée par les deux puissances coloniales que sont le Royaume-Uni et la France. Entre 51 et 69, le pays est une monarchie dont le roi s'appelle Idriss, issu de la famille des Sénoussi. C'est cette monarchie qui est renversée par Muammar Kadhafi pendant son coup d'État en 1969. Ce roi-là, dont on parle jamais, là, Idriss, pourquoi il l'a renversé? Alors, le roi de Libye, Idriss, ne parvenait pas à affirmer la pleine indépendance de la Libye face à des Britanniques toujours présents dans le pays, notamment dans leur base de Tobrouk. De plus, la guerre des 6 jours est encore toute fraîche et a beaucoup exaspéré les Arabes. C'est dans ce contexte que Muammar Kadhafi, simple lieutenant, est parvenu alors à monter une bonne partie de l'armée contre le régime. Lui et ses compagnons, la nuit du 31 août au 1er septembre 1969, ils investissent militairement tous les lieux stratégiques de Benghazi puis de Tripoli. Le coup d'État a eu lieu sans une seule goutte de sang et dans l'indifférence générale. Ce coup d'État a été plutôt bien accueilli par la population, qui est alors influencée par les idées panarabes véhiculées par le président égyptien, Gamal Abdel Nasser, dont Kadhafi est un jeune admirateur. Très jeune, puisqu'il n'a que 27 ans quand il fait son coup d'État. Une fois ce coup d'État accompli, Kadhafi obtient le retrait des Anglais de leur base militaire de Tobrouk, mais aussi celui des Américains qui étaient aussi présents dans la Willis Air Base. L'éjection des puissances occidentales prend moins d'un an. En outre, Kadhafi obtient aussi le départ de milliers d'Italiens, qu'il prive de leur permis de travail et de leurs avoirs en banque. Et au passage, il nationalise les banques italiennes, les commerces, les écoles, les logements, les biens ecclésiastiques italiens, en fait tout ce qu'il restait d'italien dans cette Libye postcoloniale. La jeunesse de Kadhafi séduit. Ses convictions nationalistes, sa vigueur, sa force, sa mâchoire carrée et ses cheveux frisés, son côté séducteur, tout ça, bah, ça laisse personne indifférent. Tu regardes-moi ce petit sourire ravageur, tu crois que ça les fait pas craquer ça? Grand bien lui fasse, mais ça suffit pas pour faire un chef d'État, si? Non. Mais ça aide. Kadhafi met en place un conseil du commandement de la révolution, composé des différents officiers qui vont diriger le pays. Il met aussi en place un parti unique, l'Union socialiste arabe, et tu remarques que c'est le même parti que Nasser, on en avait parlé dans cet épisode. Comme tous les chefs arabes, Kadhafi est partisan du panarabisme. Ah bon, c'est quoi ça? T'es sérieux? Non mais je pose la question pour ceux qui n'auraient pas vu tes autres vidéos.
Ah oui, alors, le panarabisme, c'est l'espoir de bâtir une unité arabe, un seul pays qui regrouperait la totalité des nations arabes dans le monde, afin de rendre les Arabes plus forts face à l'Occident. Kadhafi, eh bien, il fait partie de ces chefs d'État qui prennent au sérieux, il y en a un, ce rêve d'unité. Et tu vas voir qu'il est très motivé. En 1969, il essaye de fusionner avec l'Égypte et le Soudan. En 71, avec l'Égypte et la Syrie. En 74, avec la Tunisie. En 1981, avec le Tchad. En 84, avec le Maroc. Ça, c'est de l'activité. Bon, évidemment, tous ces projets vont tous capoter les uns après les autres. Pour faire une fusion, ça supposerait un amour fusionnel entre les États arabes, et c'est rarement le cas. Un exemple évident, c'est quand l'Égypte a accepté de signer la paix avec Israël à Camp David. C'était dans les années 77-78, ce jour-là, le monde arabe est comme scindé en deux. L'Égypte, premier pays à signer la paix avec Israël, est aussi le pays central qui faisait un trait d'union entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, entre le Maghreb et le Mashrek. Parce que si t'enlèves l'Égypte, l'unité arabe deviendrait géographiquement impossible, ça ferait une discontinuité. D'où la colère de Kadhafi contre le président égyptien. Il est tellement dégoûté qu'il expulse tous les travailleurs égyptiens qui travaillaient dans son pays, soit 225 000 personnes quand même, et qu'il envoie plusieurs bataillons de blindés pour agresser la frontière égyptienne. Parce que oui, pendant 3 jours, en 1977, l'Égypte et la Libye s'affrontent militairement avant que Kadhafi, en difficulté, jette l'éponge. Le pauvre Kadhafi enchaîne les mariages ratés. Et pourtant, il y croit. Il essaye de faire pareil avec la Tunisie en 1974, lors d'une rencontre surprise qui a peut-être pris de court le président tunisien, Bourguiba. Et quand Bourguiba finit par lui dire que il avait dit oui sur le coup par politesse, mais en fait, en y réfléchissant plus de 3 secondes, c'est non. Kadhafi essaye quand même de sauver le projet. Et de façon musclée en envoyant un commando meurtrier dans la ville tunisienne de Gafsa en 1980 pour essayer de s'emparer de la Tunisie par un coup de force. Alors il a réessayé, ça a été aussi le Soudan, ça a été aussi le Tchad, ça a été aussi le Maroc. Tous ces projets mettent Kadhafi en difficulté, très tôt d'ailleurs, dans son propre pays. On a ici affaire à une personnalité atypique, qui ne fait pas vraiment l'unanimité. Beaucoup de gens pensent en 73 que l'indifférence des voisins à son égard, qui était déjà visible à l'époque, rend sa position précaire dans le conseil de commandement, et qu'il va démissionner. D'autant que notre ami Kadhafi, il a l'air de déprimer un petit peu dans cette année 1973. Alors on se pose la question, Kadhafi va-t-il vraiment démissionner et partir cultiver son jardin d'amertume, couvrant ainsi d'une déception non moins amère tous les spectateurs de cette vidéo? La réponse est non, évidemment. Le 15 avril 1973, il déclame un magnifique discours dans lequel il fait volte-face. Il dit quelque chose comme « Vous pensiez que j'allais démissionner? Eh bien oui, d'une certaine manière, je démissionne. Mais pas dans le sens où vous pensez. Je démissionne parce que je conteste la légitimité des organes politiques auxquels j'appartiens. Le conseil de commandement? Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est lui qui a mis en place le conseil. Non seulement Kadhafi nie la légitimité de ce conseil, mais il nie ensuite la légitimité du parti unique, celui-là même fondé sur l'idéologie de Nasser, l'Union socialiste arabe. Eh ben ça m'embouche un coin. Et c'est pas fini, il conteste également l'existence du gouvernement et des ministères. Et en fait, il conteste l'État libyen en lui-même. Attends, tu veux dire qu'il veut s'emparer de l'État? Non, tu m'as mal compris. Kadhafi se met à nier, à ne plus accorder de légitimité à l'institution qui s'appelle l'État en Libye. C'est pas super clair. Il va mettre quoi à la place de l'État? Un club de golf national? Il veut remplacer l'État, le remplacer par ce qu'il appelle la Jamaïria, un néologisme arabe qu'on peut traduire par l'État des masses. C'est une traduction approximative. Le fonctionnement de la Jamaïria se basera sur une démocratie directe. C'est désormais le peuple en personne, qui va gouverner en lieu et place de l'État en Libye. Ah, Kadhafi, c'est un démocrate maintenant. Ah bah ça m'embouche un deuxième pan. Oui, il se revendique d'une démocratie directe. Chez lui, le peuple décide de tout. Comment est-ce possible? Parce que les décisions sont prises par le moyen de congrès populaires de base, auxquels chacun peut participer. Et elles sont ensuite appliquées par des comités populaires de base, qui sont leur versant exécutif. Chaque congrès populaire, en outre, envoie un délégué à une assemblée suprême, qui porte à un échelon supérieur
le nom de Congrès général du peuple. Et c'est le secrétaire général de ce Congrès général du peuple qui est le chef de l'État libyen. Et donc c'est Kadhafi. Non, c'est pas Kadhafi, c'est quelqu'un d'autre, un type dont je vais t'avouer que personne n'arrive bien à se souvenir du nom. Voilà, donc tout ce que je viens d'expliquer là, c'est l'organigramme de base. C'est ça, la Jameiriyya en Libye. Mais il est vrai qu'il y a une paille dans la soupe, pour ne pas dire une poutre dans la soupe. Parce que au-dessus du chef de l'État, il y a le guide de la Jameiriyya, qui s'appelle, aux surprises, Muammar Kadhafi. En outre, les comités populaires sont doublés par ce qu'on appelle des comités révolutionnaires, qui sont choisis dans les réseaux de clientèle du guide, et ces comités ont en réalité une influence sur les décisions des comités populaires car elles sont chargées de leur encadrement paramilitaire et de leur conformité aux décisions du guide. À travers ces comités révolutionnaires, l'autorité du guide est en pratique totale et tout ce qu'il dit est appliqué à la lettre. En outre, le guide s'entoure d'une garde, la garde de la Jameiriyya, très puissante, qui assure la sécurité de l'appareil. Mais attends, ça ressemble pas beaucoup à une démocratie, ça. Non, évidemment que c'est pas une démocratie, mais faut pas le dire. Mec, explique-toi, c'est une démocratie ou c'est une dictature? Bon, ok. Je vais essayer d'expliquer ça simplement, mais accroche-toi parce que ça me force à dire des trucs que j'avais pas spécialement envie de dire. En politique, il y a deux sortes de démocratie. Il y a la démocratie indirecte, celle qui s'exerce par des représentants élus, donc ça c'est la démocratie occidentale, et il y a la démocratie directe, celle qui s'exerce sans représentants. Le peuple gouverne directement sans passer par des élus. C'est la démocratie basée sur les idées de Jean-Jacques Rousseau. Retiens ça. D'accord, donc là lui, il voudrait une démocratie directe, c'est ça que tu veux dire? Oui, quand Kadhafi parle de démocratie, il veut parler d'une démocratie directe, et donc il méprise les démocraties indirectes, les nôtres, qu'il considère plutôt comme des dictatures pour le coup. Et au cas où tu me demanderais comment je fais pour savoir tout ça, c'est très simple, Kadhafi a expliqué point par point sa pensée dans un livre qu'il publie en 1975, Le Livre Vert, un essai court, efficace, qui pose les fondements intellectuels de la Jameiriyya. Alors, tout n'est pas mauvais dans ce livre, hein, c'est une sorte de grand mélange entre Rousseau, Marx et Proudhon. Bref, je dois te faire une confidence. Kadhafi est atteint d'un mal incurable. C'est un mal dont, jadis, Robespierre avait été atteint. Ce mal, c'est celui qu'on attrape lorsqu'on lit un peu trop les livres de Jean-Jacques Rousseau et qu'on se met à croire que l'être humain est tellement bon qu'il est capable de réaliser la démocratie. La vraie, la démocratie directe. Et moi, j'appelle ça une maladie, dans le sens où elle a des répercussions psychologiques. Kadhafi tente de réaliser la démocratie directe en Libye. Il le tente, mais il n'y parvient pas, puisqu'un tel régime est en réalité impossible. Et donc, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, il va substituer aux structures démocratiques restées inefficaces une ossature secondaire qui est en fait celle d'un pur pouvoir personnel. Ici, cette ossature secondaire, ce sont les comités révolutionnaires. Mais il le fait tout en s'auto-persuadant qu'il est toujours en train d'instituer une authentique démocratie directe, sans qu'à aucun moment on ne puisse le taxer d'hypocrisie. Et là je vous demande de me croire sur parole, Kadhafi, comme Robespierre, n'est pas hypocrite. Il est totalement sincère, il croit vraiment qu'il est en train de réaliser une démocratie directe. D'une certaine manière, Kadhafi est un dictateur à son insu. Il suffit de l'écouter parler, à chaque fois que quelqu'un lui demande de démissionner, il répond qu'il ne peut pas démissionner, car il n'est pas chef de l'État, il n'est pas secrétaire général du Congrès général du peuple, et que c'est son peuple seul, qui commande en Libye. Excuse-moi, mais ça me dérange un peu ton truc. Tu penses vraiment qu'on peut comparer comme ça Robespierre et Kadhafi? C'est plutôt inhabituel. Et pourquoi je pourrais pas le faire? Tous deux sont révolutionnaires, tous deux sont des admirateurs de Jean-Jacques Rousseau, tous deux ont participé à la destruction d'une monarchie puis se sont mis, au bout de quelques années, à contester les institutions produites par cette révolution. Tous deux tentent de mettre en place une démocratie directe, tous deux véhiculent une pensée socialiste, tous deux construisent en réalité un pouvoir plus ou moins centré sur leur personne, qu'ils déguisent sous l'aspect trompeur d'une démocratie directe. Par ailleurs, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, ils ont un autre point commun. C'est que Kadhafi et Robespierre sont des hommes fondamentalement religieux.
ne veut pas qu'il y ait de malentendus. La religion de Rousseau et de Robespierre, c'est le déisme. Kadhafi, lui, c'est différent, il s'intègre dans la culture islamique de son enfance. Tout se passe comme s'il ressentait l'élan religieux fondamental de Jean-Jacques Rousseau, mais plutôt que de devenir déiste et de vénérer l'être suprême, il pense que ce Dieu, c'est celui du Coran. Kadhafi est donc un musulman qui se veut l'héritier d'une culture traditionnelle, et sur ce point, il a une attitude assez nuancée. Il ne veut pas détruire la religion, loin de là, il veut la laisser vivre. Il veut favoriser même les anciens corps sociaux traditionnels que sont le couple, la famille, la tribu, l'école. Et ça, c'est assez visible dans le livre vert. Ce qu'il dit sur les femmes, sur la famille, les tribus, c'est qu'il veut maintenir et protéger les rôles traditionnels, les rôles sociaux, biologiques qui incombent aux hommes et aux femmes. Je précise ça parce qu'il n'y a pas que des conceptions révolutionnaires dans ce bouquin. Il y a aussi du bon sens. Alors, pour ce qui est de la religion, Kadhafi est un musulman pieux et particulièrement ardent dans son prosélytisme. Il répand l'islam dans le monde. Et ça, c'est sûr. Y compris en Europe, y compris en France. C'est vrai que tu dis souvent que dans les années 70, il y avait une réislamisation des sociétés arabes. Et toi, tu penses que Kadhafi, il participe à cette réislamisation, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Et en ce sens, il est complètement différent d'un El-Assad ou d'un Saddam Hussein. Il est décidé à répandre l'islam dans le monde, mais la cible de son prosélytisme, c'est avant tout son continent, l'Afrique. En Afrique, il ouvre des mosquées, des écoles coraniques, des associations religieuses, des centres culturels, des radios et des émissions islamiques un peu partout en Afrique. Il offre des Korans, des tapis de prière, des caravanes pour l'appel à l'islam, ratisse le continent de long en large. Et même si on l'écoute jusqu'au bout, l'Afrique devrait, à l'entendre, se débarrasser du christianisme. Elle devrait épouser complètement la religion que leur a apporté le monde arabe. L'ordre islamique doit être imposé sur la terre africaine. En outre, précision importante, il affirme que dans son pays, la charia est imposée légalement. Et en effet, l'alcool, les jeux, l'usure y sont interdits. Le jeûne du ramadan et l'observation des fêtes sont obligatoires. Les fornicateurs sont passibles de la flagellation, les voleurs de l'amputation. Donc la charia est appliquée vraiment, mais notons quand même que Kadhafi protège le statut des femmes par l'interdiction de la polygamie, par l'autorisation du divorce aussi, ce qui ne manque pas de froisser parfois les frères musulmans. Derrière l'islam revendiqué du guide, il subsiste néanmoins un malaise. Il y a deux ou trois petites choses qui ne collent pas pour ces coreligionnaires. Premièrement, Kadhafi semble tellement décidé à soumettre les oulémas à la Jamaïria qu'il n'hésite pas à les déposséder de leurs dotations inaliénables, c'est-à-dire des waqf. Et c'est d'autant plus facile pour lui que les oulémas étaient très puissants sous la monarchie sénoussi, qu'il vient de renverser, et qu'ils sont en quelque sorte des adversaires pour lui. Deuxièmement, Kadhafi a l'air de penser que la coutume islamique contient en germe les théories démocratiques et socialistes de Rousseau et de Marx. Comme Robespierre, Kadhafi donne une ampleur politique, voire révolutionnaire à sa spiritualité. Et pourquoi pas? Mais bon, en faisant ça, il occidentalise un peu artificiellement l'islam. Et lorsqu'il prétend que le livre vert est un nouvel évangile, il tient un discours particulièrement gênant, voire inadmissible, pour la majorité des musulmans, comme si le livre vert pouvait être d'une valeur spirituelle comparable au Coran. Troisièmement, il se veut champion de l'islam, à tel point qu'il se croit lui-même habilité à interpréter le Coran. Et dans cet élan interprétatif, il va donc se mettre à défendre des thèses pour le moins originales, notamment celles que les hadiths ne sont pas authentiques. C'est quoi les hadiths? Les hadiths, ce sont des recueils de versets qui éclairent les comportements et la vie du prophète, mais qui ne sont pas dans le Coran. Le droit islamique est normalement basé sur le Coran d'une part et les hadiths d'autre part. Or, Kadhafi nie l'authenticité des hadiths. Et ça, c'est pas bien. Bah écoute, moi je suis pas musulman, mais essayons de se mettre un peu à leur place. Ils contestent l'authenticité des hadiths. D'accord, mais c'est peut-être un peu tard pour le faire. La charia a déjà été théorisée depuis les premiers siècles après l'Hégire, et les grands penseurs du droit musulman utilisaient les hadiths. Remettre en doute leur authenticité maintenant, c'est pour beaucoup de musulmans un travail de sape. On a l'impression que Kadhafi est en train de faire la leçon à des savants arabes du Moyen-Âge dont le savoir en matière de droit est très respecté. Donc évidemment, il va se faire traiter d'hérétique. C'est dommage, mais il l'a un peu cherché. Et c'est très grave, parce qu'il va perdre la légitimité religieuse dont il prétend se draper.
livre vert est aussi bien sûr un livre socialiste. Ouais, on en a déjà parlé avec Nasser et Djedid. C'est du socialisme arabe. Un socialisme un petit peu transformé. Il s'agissait surtout de faire des réformes agraires et des nationalisations. On avait déjà vu ça en Syrie et en Égypte, mais ça va pas beaucoup plus loin. Eh bien justement, attention à ne pas tomber dans ce piège, Kadhafi ce n'est pas du socialisme arabe. Il va beaucoup plus loin. Kadhafi, quand on lui dit que dans le socialisme, il n'y a pas de propriété, bah, il abolit la propriété. Quand on lui dit dans le socialisme, il n'y a pas de salariat, il abolit le salariat. Et quand on lui dit que dans le socialisme, il n'y a pas de commerçants, il entend, lui, pas de commerçants du tout, du tout. Ok. Alors s'il n'y a pas de propriété, ça veut dire que tous les locataires n'ont plus de loyer à payer? Oui, et c'est le cas, hein. Les locataires désormais possèdent le bien qu'ils habitent. Et les propriétaires sont donc privés de loyer. Et c'est même pire que ça, puisque Kadhafi autorise n'importe quel Libyen à s'emparer d'un logement à condition que le propriétaire dispose d'un autre logement. En gros, chaque Libyen doit avoir une maison et pas deux. Alors le bon côté, c'est que cette loi elle permet aux SDF d'avoir un toit sans problème, mais le mauvais côté, c'est que si on part sur cette logique, autant légaliser le vol, quoi, tant qu'à faire. Bon, quoi qu'il en soit, ce genre de mesure va entraîner bien des désordres, sous Kadhafi déjà, et puis le jour où Kadhafi tombera et que dans un contexte de guerre civile, les propriétaires vont vouloir récupérer leurs biens, manu militari, autant vous dire que ça va devenir un véritable nœud de vipère. Mais passons sur cette question. Et s'il n'y a plus de salariat, ça veut dire quoi? Ça signifie que les salariés deviennent juridiquement des associés, et ils se partagent de façon égale les bénéfices. Il n'y a plus de patron. Et pour finir, les petits commerces, les bazars comme on dit, devront fermer et être remplacés par des magasins d'État. Toutes ces mesures sont hautement impopulaires chez les propriétaires, les patrons et les commerçants, comme on se l'imagine fort bien. Mais attention, le régime de Kadhafi fait emprisonner toute personne s'opposant à la doctrine du livre vert. Kadhafi a pendu des militaires, des étudiants, des universités qui ne se pliaient pas à la doctrine ou qui la contestaient. En 1985, il va jusqu'à imaginer des mesures délirantes où les militaires, les employés et les ouvriers devaient échanger alternativement leurs positions. Ça sent un peu l'anarchie dans les bureaux. Hein. Oui, alors quel est le résultat? Le résultat, c'est que les industries libyennes qui existent, les cimenteries, les conserveries, tout ça, tout ce qu'il a essayé de développer lui-même sans doute, se heurte à des chiffres assez mauvais. Et en 1987, il finit par se raviser. Il accepte que les bazars fassent leur retour dans la société, sans doute au soulagement général des Tripolitains. Finalement, Kadhafi arrête en 87 cette expérience authentiquement socialiste, car il s'était fait trop d'ennemis dans la capitale. Mais finalement, les Libyens, comment est-ce qu'ils vivaient tout ça? Il y avait de la misère? La Libye de Kadhafi, si on veut la tracer à grands traits, c'est un pays riche d'abord. L'argent de la rente permet à Kadhafi d'augmenter sans cesse et rapidement le niveau de vie des Libyens. Les subventions sont énormes, les impôts sont quasi inexistants, les soins sont gratuits. Pourquoi? Parce que l'État socialiste remplit sa tâche fondamentale, qui est de distribuer la rente pétrolière. Et il la remplit très bien. Il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui les Libyens regrettent en partie le temps de Kadhafi. L'argent du pétrole, parce qu'il a été distribué, a apaisé bien des tensions, et notamment les tensions entre classes, mais aussi les tensions religieuses ou politiques, nées inévitablement de la personnalité mégalomaniaque de Kadhafi. L'argent du pétrole, distribué avec une générosité qui prouve la sincérité de Kadhafi dans son socialisme, a aussi fait l'effet d'une soupape de sécurité, qui a stabilisé le régime. Voilà donc pour cette étape socialiste qui n'a pas été vraiment un drame, mais qui a été une expérience ratée. Je l'ai dit, le fonctionnement de la Libye repose sur le pétrole, sur la rente. Cette rente rend Kadhafi très dépendant de la main-d'œuvre étrangère. Comme en Arabie Saoudite, une partie considérable de la population est en fait constituée d'étrangers, dont les conditions de vie et de travail sont beaucoup moins enviables. Cette immigration, elle vient des pays arabes, voisins, dans un premier temps. Et par la suite, elle vient de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi les Africains semblent attirés par la Libye de Kadhafi? Comment Kadhafi envisage-t-il ses relations avec ce gigantesque continent? C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.